Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de mon YouTube à essai où nous allons nous intéresser cette fois-ci aux incertitudes de type A. Alors dans une vidéo précédente, si vous vous souvenez, je vous avais présenté les deux types d'incertitudes, A et B. Là, on va se focaliser sur les incertitudes qui présentent une dispersion aléatoire, c'est-à-dire bel et bien les incertitudes de type A. C'est parti! Alors, prenons dans un premier temps l'expérience que nous avions faite dans la précédente vidéo. Alors, si vous vous souvenez, nous avions un ballon et le but était de mesurer la durée de 5 rebonds, puis de diviser cette durée par 5 et de se poser la question si on obtenait bel et bien 0,80 secondes. Si vous avez fait l'expérience, vous avez peut-être dû trouver des valeurs qui tournaient autour de cette valeur dite vraie, justement, mais avec peu de chances de l'atteindre exactement. Donc c'est là qu'apparaît la dispersion aléatoire sur une série de mesures. Alors on appelle un mesurage, il faut utiliser les bons termes. On appelle donc un mesurage l'action d'effectuer des mesures. Donc ici on a effectué par exemple 10 mesures qui nous donnent des résultats proches mais pas tous égaux, on le voit bien. Alors que pour autant, la valeur vraie, aussi appelée valeur cible, que l'on obtient théoriquement, alors théoriquement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit à l'aide d'une formule qu'on a su appliquer, soit à l'aide d'un système qui nous assure à 100% que la valeur vraie est de 0,80 secondes, ce qui était le cas pour nous. Bref, la valeur attendue, elle est de 0,80 secondes. Or, on voit que les mesures nous présentent des disparités, une certaine dispersion justement, qu'on appelle aléatoire. Alors, étudions un peu mieux cette incertitude de type A. Commençons déjà par présenter sa formule un peu barbare, que l'on va bien entendu expliquer. Alors delta x, c'est ce qu'on appelle l'incertitude sur la mesure de la grandeur x. K, on va le voir, c'est un coefficient d'élargissement. Et on va commencer déjà par expliquer ce que c'est que sigma. Sigma, c'est ce qu'on appelle l'écart-type expérimental de la série de mesures. Donc l'écart-type, vous en avez vu en mathématiques, des écarts-types, on va en reparler juste après, on va le détailler. K, c'est le coefficient d'élargissement que l'on va également détailler après. Et enfin n, c'est le nombre de mesures que l'on a effectuées. Alors, nous allons commencer déjà par parler de l'écart-type, et notamment l'écart-type expérimental, qui diffère légèrement dans la formule de l'écart-type d'une série de mesures mathématiques. Alors, la formule, elle aussi est un peu barbare. Il est hors de question de utiliser cette formule dans nos calculs. On va utiliser des outils qui permettent de le calculer. Ce qu'il faut savoir globalement, c'est que l'écart-type expérimental, ça traduit l'écart de nos mesures par rapport à une valeur moyenne attendue dans ces mesures. Qu'est-ce que vous aurez à faire simplement? C'est de le calculer soit par un tableur, donc soit avec Excel ou OpenOffice Calc par exemple, ou même avec Google Sheets. Les formules diffèrent un petit peu, mais le principe est exactement le même et surtout le résultat est le même. On voit que c'est la formule écart-type de notre série de valeurs avec Excel ou Calc, et on voit que c'est stdev de notre série de valeurs avec Google Sheets. Le principe est exactement le même, donc c'est une manière pratique de calculer l'écart-type. Vous pouvez aussi le faire avec la calculatrice, et ça je vous laisse aller voir les dizaines, voire les centaines de tutoriels sur YouTube ou ailleurs qui existent, puisque chaque modèle a sa méthode, mais le résultat sera toujours le même. Bref, alors avec nos valeurs, nos 10 valeurs qui sont là, vous pouvez faire l'essai soit par la calculatrice, soit par le tableur. On devrait obtenir un écart-type ici qui est égal à 0,035 secondes. Donc cet écart-type, on va le garder en mémoire. On va l'utiliser tout à l'heure. Et maintenant, on va s'intéresser à ce coefficient d'élargissement dont on a parlé au tout début. Alors déjà, pour comprendre le coefficient d'élargissement, on va imaginer l'aiguille dans une botte de foin. Alors vous connaissez l'expression, c'est quasiment impossible de trouver une aiguille dans une botte de foin parce que c'est tout petit justement et que y a beaucoup de paille de foin. Alors pour ça, on peut utiliser par exemple, pour essayer de la retrouver, cette aiguille, on peut essayer d'utiliser une loupe et de chercher dans la botte de foin. Alors,
Donc vu la taille de la loupe, ici elle est relativement petite, ça veut dire qu'on ne s'autorise qu'une faible incertitude sur la position possible de l'aiguille dans la botte de foin. Maintenant, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci on va prendre une loupe plus grande. Et si on prend une loupe plus grande, on a certainement plus de chances de tomber sur l'aiguille. Autrement dit, avec une grande loupe, on élargit certes l'incertitude, mais on a une meilleure chance de trouver l'aiguille. Et c'est ce que veut dire le coefficient d'élargissement. Donc si on considère une distribution aléatoire de mesure, si on élargit l'incertitude, ça signifie aussi qu'on augmente ce qu'on appelle le niveau de confiance. Si on prend ce tableau par exemple, ce tableau il indique des coefficients d'élargissement selon certains niveaux de confiance. On voit par exemple qu'à 95%, cela signifie que l'on élargit l'incertitude de façon à avoir 95% de chance que notre observation contienne la valeur vraie. On voit donc du coup que si on élargit à 99%, c'est comme si on avait une loupe encore plus grande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on tombe sur notre valeur, c'est-à-dire sur l'aiguille dans la botte de foin. Par contre, ça sous-entend qu'on est obligé d'augmenter l'incertitude. Enfin, on remarque aussi autre chose. Si vous remarquez bien, ces coefficients, que ce soit à 95 ou à 99%, plus on multiplie les mesures, plus ils diminuent. Effectivement, si on fait un plus grand nombre de mesures, on s'approche statistiquement plus de la valeur attendue. Donc, l'élargissement a moins besoin d'être étendu que si vous ne faites qu'une seule ou deux mesures. C'est pour cela donc que l'incertitude va diminuer en fonction du coefficient d'élargissement, comme on va le voir juste après. Alors reprenons notre cas avec 10 mesures justement. Déjà, nous, on va s'intéresser du coup qu'à une seule partie du tableau, qui est celle-ci. Puisque n étant le nombre de mesures effectuées, on ne va s'intéresser qu'à 10 mesures, donc on va considérer l'un ou l'autre de ces coefficients d'élargissement. Si on rappelle la formule, l'incertitude elle est bien égale à k fois l'écart type sur la racine carrée du nombre de mesures. Et le k, on va le choisir selon le niveau de confiance que l'on veut. Si par exemple, on veut trouver la valeur dite vraie à 95%, c'est-à-dire qu'on se place à un niveau de confiance de 95%. On va donc prendre la valeur de k à 95% pour notre nombre de mesures égal à 10, ce qui correspond à 2,26. Ce qui fait qu'on va avoir ce calcul-là à réaliser pour trouver l'incertitude. Il se trouve qu'ici, ça donne 0,025 secondes. Vous pouvez faire l'expérience par vous-même. Et donc du coup, on va pouvoir exprimer notre mesure comme étant les 0,80 secondes qu'on avait trouvées au tout début, plus ou moins l'incertitude de 0,025 secondes. Maintenant, si on essaye d'avoir un niveau de confiance plus élevé, c'est-à-dire qu'on veut être sûr à 99% de tomber sur la valeur vraie, dans ce cas-là, ça va augmenter. Ici, le coefficient d'élargissement va valoir 3,25 et non plus 2,26. Ça va donc augmenter la valeur de l'incertitude. Et donc du coup, notre valeur, notre grandeur va se mesurer ainsi. Ça va être 0,80 qui était la valeur vraie, plus ou moins 0,036 secondes. Et donc c'est comme ça que l'on peut évaluer une incertitude de type A en classe de terminale et même après. On verra dans une prochaine vidéo maintenant les incertitudes de type B qui elles ne sont pas des incertitudes de dispersion aléatoire dues aux mesures, mais qui sont elles dues aux erreurs systématiques soit de l'appareil de mesure, soit des conditions de l'expérience. À très bientôt dans un prochain épisode de mon YouTube ASA. Bye bye.